Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? C'est 42 minutes et Jérôme, Morgane et Aurélien te disent ce qu'ils ont vu. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu, putain? 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 Salut, c'est Chipou, hey. Joie, bonheur, plaisir de vous retrouver en ce mois de mars pour vous dire qu'est-ce que j'ai vu en février finalement. Et je vous fais pas un dessin, le mois il est plus court que les autres. Vous commencez à connaître mon refrain par cœur, j'ai l'impression de n'avoir rien vu. Puis en fait quand je fais la liste, je me dis j'ai bien de quoi vous parler 10 minutes, hein, on me connaît, je suis bavard. Donc, problème déjà, c'est que le mois est plus court, mais en plus, les séries network étaient en pause pendant la majorité du mois. Mais bon, quand elles sont revenues, vraiment à la toute fin du mois, les retours de Grey's Anatomy et 911 Nashville m'ont plutôt plu. C'est assez improbable pour Nashville, parce que c'était dans un épisode flashback. Et vous savez, mon amour des épisodes flashback, et en même temps, j'arrête pas de les critiquer, mais je pense que c'est vraiment un problème dû au fait que je retiens toujours les très mauvais épisodes flashback, et il y en a beaucoup dans la franchise 911, et j'oublie à chaque fois qu'il y a des épisodes flashback qui me plaisent. Bon, là, en tout cas, pour Nashville, il y avait vraiment rien calé sur le papier, parce qu'il était question de revenir dans le passé pour un triangle amoureux qui, en fait, dans le présent, me saoule. Donc, à quoi bon me montrer comment ça a commencé, finalement? Et puis, en fait, ils ont fait un excellent casting. Les 3 acteurs choisis étaient plutôt chouettes. Il y en avait une que je connaissais déjà, et ça m'a fait plaisir de revoir une actrice de Life in Pieces. Bon, malheureusement, je me doute bien qu'elle est là que pour un épisode, mais c'était cool de la revoir. Et au-delà de ça, en fait, leur triangle amoureux était vachement plus intéressant dans le passé. Du coup, pourquoi avoir fait la série dans le présent, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils sont méga relous, mais que dans le passé, ça fonctionnait bien. Voilà, pour Grey's Anatomy, en soi, pas grand chose de plus à vous en dire, ils savent toujours introduire des nouveaux personnages et faire comme s'ils étaient là depuis le début, c'est-à-dire qu'en cours d'épisode, tu te dis « Oh bah oui, en fait, elle est là et ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai l'impression qu'elle a toujours fait partie des meubles. » Bon, je sais pas comment ils réalisent ce tour de force à chaque fois, mais ils le réussissent. Et enfin, pour 911, histoire d'en parler quand même, je dois dire simplement que je ne comprends pas le fandom. Les gens sont hyper fans, apparemment, de l'épisode 11 de la saison 9. Moi, j'attendais un truc de ouf, parce que épisode 11 de la saison 9, ça fait 9 fois 11, ça fait 911, vous voyez, j'étais vraiment, waouh. Bah non, que dalle. Et en même temps, super note. Je ne comprends pas, enfin si je comprends, c'est que les gens sont toujours en train d'espérer la formation d'un couple, alors qu'il y a un des 2 acteurs qui a dit « Je ne veux pas de ce couple, je ne veux pas que mon personnage soit homo ou bi ». Bon, faites-vous une raison peut-être. Alors je sais que les scénaristes n'ont pas l'air de se faire une raison, je sais que les scénaristes continuent de jouer avec ça, je sais qu'il y a beaucoup de gay-bait, je dis pas que ça n'arrivera jamais, je dis juste que en fait, j'ai pas envie de le voir et j'en ai plus rien à foutre. Moi, il y a eu une époque où j'aurais bien aimé les voir ensemble. Et aujourd'hui, non. Et je vais vous donner les noms parce que de toute façon, je tourne autour du pot, mais tout le monde sait très bien que je parle de Buck et Eddie dans ceux qui regardent. Et dans ceux qui regardent pas, de toute manière, on est à la saison 9. Je ne pense pas que vous la regarderez tout de suite, vous serez oublié d'ici là. Mais vraiment insupportable de continuer à les faire se tourner autour. Alors que on sait que ça n'arrivera pas. Bon, et en même temps, je disais ça aussi il y a 2 ans quand Buck était pas bi. Alors qui sait? Peut-être, allez savoir. Voilà, c'était le festival du spoil, c'était gratuit, cadeau, bisous, on passe à la suite. La suite, écoutez, j'ai réussi à terminer la saison 7 de The Rookie. Pas du tout avoir la saison 8 comme j'espérais, parce que moi mon but c'était quand même d'être à jour pour la saison 8. Bon, c'est pas grave, j'ai jamais que 8 épisodes de retard. Pour la saison 7, est-ce que j'ai vraiment des choses de plus à vous en dire? Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que, comme le mois dernier, on continue de tourner en rond. Les arcs narratifs sont morcelés sur des épisodes qui ne se suivent pas. Du coup, ça donne cette impression bizarre que les personnages n'évoluent pas. Et en fait, quand on fait le bilan en fin de saison et qu'on regarde par rapport au début de saison, il y a quand même énormément de personnages qui n'ont pas évolué. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé d'un iota. Littéralement, il s'est passé des choses pendant la saison. Mais à la fin de la saison, on est toujours exactement là où ils étaient au début de la saison 7. Notamment dans leur couple. Je pense à l'insupportable Bailey, qui est légèrement moins insupportable parce qu'on la voit moins. Et Nolan, eux deux sont en couple, eux deux sont mariés maintenant, et soi-disant voulaient un enfant, mais cette intrigue a été évoquée genre 3 épisodes sur les 18 de la saison 7, et c'est tout, et donc ça n'avance pas. Et pourquoi? On sait pas tellement. Alors je crois que les scénaristes ont laissé tomber l'idée, se sont rendus compte que c'était une mauvaise idée, mais juste, je sais pas, faites évoluer vos personnages, montrez-nous quelque chose. Bon, bref, ça, c'est pour parler de 2. Bien sûr, il y a aussi Lucy et Tim. Pareil, spoiler ou pas, je ne sais pas à ce stade-là, mais ça n'a pas évolué depuis le début de la saison 6, et c'est extrêmement agaçant. C'est-à-dire que, si, en vrai, au début de la saison 6, ils étaient encore ensemble, de mémoire, ils venaient juste de se mettre ensemble, ça a duré 4-5 épisodes, puis il l'a largué, on n'a jamais vraiment compris pourquoi, mais pas de souci, il fait le boulot en thérapie, ça va bien se passer. Ok.
Et là, toute la saison 7, c'est un Will They, Won't They de retour, c'est interminable, on sait qu'ils s'aiment, on sait qu'ils ont envie d'être ensemble tous les deux, mais ils le font pas. Et pourquoi ? Bah on sait pas. Il y a toujours des pseudo-obstacles qui sont des obstacles pour personne dans la vraie vie, et voilà, il faut attendre, et on arrive au cliffhanger de la saison 7 sur cette relation, qui est, bah en fait, littéralement le même que en saison 6. Alors non, c'est faux, excusez-moi, ils ont inversé les deux personnages. Youpi. Mais bon, dans les faits, on attend que ça reprenne. Bon. Et puis, je parle de cliffhanger qui est le même, mais en vrai, le cliffhanger de la saison 6, sur le point un peu dramatique, est exactement le même que celui de la saison 7. C'est-à-dire qu'en fin de saison 6, on a, sans spoiler qui, un personnage qui s'évade de prison et qui est de retour dans la nature et qui va poser un problème pour nos personnages. Spoiler, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on le voit dans 3 épisodes de la saison 7, alors que c'était le gros cliffhanger de la saison 6. Et quand je dis 3 épisodes, c'est genre le 1, le 4 et le 18, parce que pourquoi pas. Et d'ailleurs, ce type est toujours en liberté, parce que pourquoi pas. Est-ce qu'il vient de s'évader à nouveau ? Évidemment, donc il est très très fort, voilà. Bon, saison 7, cliffhanger, et ben on a un autre personnage qui était en prison, qui sort de prison plus tôt que prévu, et certes c'est pas une évasion, c'est simplement du chantage, ok, super. Et donc, ils vont nous faire quoi ? Saison 8, on va avoir 3 épisodes ? Bah en fait, on s'en fout du coup. Enfin, ça a vraiment ce côté d'éclater les intrigues pour pas payer les acteurs à chaque fois. Je suppose que c'est pour ça, hein, je ne vois que ça. Bah ça donne vraiment ce côté où... Ok vu, ou ok alors, genre, on s'en fout finalement. Voilà, donc je continue de regarder, parce qu'il y a quand même des épisodes qui me plaisent, mais c'est vraiment en dents de scie, et l'ensemble est franchement moyen. C'est mieux qu'à une époque, je crois que c'était la saison 4, où c'était la catastrophe. Mais bon, voilà quoi. Allez, on passe à Disney Plus pour la suite, puisque sur Disney Plus, on a la saison 2 de Paradise qui vient de commencer, et vous savez notre amour de Paradise dans ce podcast, donc je suppose que je ne serai pas le seul à vous en parler. On va commencer par mon avis, uniquement sur les 3 premiers épisodes. Bon, en fait, quand j'enregistre ça, j'ai déjà vu le 4, mais je me suis dit que j'allais parler uniquement de ce que j'avais vu en février, et franchement, c'est un début très déroutant. Le premier épisode de la saison 2 m'a fait regretter l'époque de Lost, où concrètement, j'ai eu l'impression que... le ressort scénaristique était un peu le même, on introduit un nouveau personnage qui va avoir son importance. Mais là où Lost le faisait sur une scène culte de, je crois, c'est 3 minutes, max. Ben, Paradise, il le fait sur un épisode de 52 minutes, et puis démerdez-vous avec ça. Et en fait, c'est un peu long quand ça fait quelques mois qu'on attend la reprise, et encore, je suis pas à plaindre, j'ai vu la saison 1 en décalé, comme vous savez. Mais, en fait, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Genre, je sais pas... Voilà, alors il était très chouette l'épisode, mais il y a vraiment des moments où j'étais un peu paumé en mode j'ai l'impression de regarder Walking Dead plus que de regarder Paradise, ce qui est quand même vraiment une grosse perte de qualité. Bon, l'ensemble des 3 épisodes reste lui très satisfaisant, parce qu'en fait quand on voit les 3 épisodes, on a ce qu'on veut, on a suffisamment d'infos sur chaque personnage et tout, on les a retrouvés, on est content d'avoir vu 3 épisodes, c'est juste que... Bah, le premier épisode est très 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 long, le troisième paraît très 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 court parce que du coup il a la majorité de ce qu'on voulait, et l'épisode 2 est une bonne transition, on va le dire comme ça. En tout cas, dans les choses vraiment positives sur Paradise, parce qu'il est hors de question que je critique Paradise, faut pas déconner non plus, ça reste une des meilleures séries de ces dernières années en ce qui me concerne, et je trouve qu'il y a toujours ce qu'il faut de retournements, de moments où mon cerveau est vraiment surpris, où je me dis mais quoi ? Où en fait les surprises viennent plus tellement des rebondissements en eux-mêmes, ça vient de la rapidité avec laquelle certaines intrigues évoluent, et à l'inverse la lenteur pour d'autres, et ça fait un rythme un peu haché, mais qui fonctionne, contrairement à d'autres séries. The Rookie, je te regarde encore et toujours. Voilà, ça c'était pour Paradise, je suis très content de la retrouver, j'ai hâte de voir la suite de la saison, et je suis sûr qu'on vous en reparlera longuement dans le podcast de toute manière. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste la saison 1 de Scrubs 2026, parce que oui, bien sûr, Scrubs a droit à son revival, qui n'est pas du tout à la hauteur de la série d'origine, mais qui fonctionne. Alors, en fait, c'est pas à la hauteur parce que bien sûr Scrubs c'est culte, donc forcément on a en tête les meilleurs moments de Scrubs, on a en tête le fait que c'était une série géniale, qui nous faisait rire à gorge déployée, bla bla bla. Mais en fait moi, ça me fait plaisir de retrouver JD, de retrouver Elliot, de retrouver les autres, ok, super. Ça me fait plaisir, juste la série elle a pas encore trouvé ses marques. Et il y a un rythme qui est étonnant, parce que sur les 2 premiers épisodes, et surtout sur le deuxième en fait, on a l'impression qu'ils veulent prendre leur temps, comme quand ils avaient des saisons de 22 épisodes et que c'était le monde parfait des séries, parce que putain, une bonne saison c'est 22 épisodes, mais là c'est étonnant parce qu'ils n'ont que 9 épisodes, donc leur épisode 2 ralentit vachement le rythme, et je me dis, bah qu'est-ce qu'ils vont raconter sur 9 épisodes, parce que
et du coup, ils n'auront pas vraiment de temps de développer des personnages secondaires comme ils ont l'air de vouloir le faire. En plus, c'est gênant parce que ces nouveaux personnages sont très clichés. Et en fait, on retombe sur le problème de beaucoup de séries, et particulièrement de beaucoup de comédies, c'est qu'il faut leur laisser le temps de s'installer. C'est-à-dire que l'humour, ça fonctionne sur beaucoup de comédies au bout de 5, 6, 7 épisodes. Parce que on commence à connaître les personnages, parce qu'on commence à s'attacher à eux, et truc qui me perturbe toujours à chaque fois, c'est quand on revoit la saison 1 après, et qu'on est habitué à ces personnages, qu'on a pris l'humour, et en fait dès le premier épisode on rigole. Ça m'avait fait ça sur Community, où je me souviens vraiment d'avoir passé, je pense 9 épisodes, à me dire ouais c'est sympa, ça me fait sourire, voilà. Et aujourd'hui quand je les revois, je suis mort de rire dès le premier, alors que c'est juste parce qu'en fait je connais les personnages. Bon bref, là du coup ça fait le même effet, sauf qu'on connaît déjà les personnages et c'est un peu déroutant. Je suis pas sûr qu'ils aient le temps de s'installer en 9 épisodes. Et en plus, autre truc qui m'a un peu sorti au tout début, c'est qu'on oublie la saison 9. On fait comme si la saison 9 n'avait pas existé. Alors en fait, c'est une bonne chose, parce que je pense que ça fonctionne beaucoup mieux, cette saison 1, saison 10, comme vous voulez, fonctionne beaucoup mieux en ayant retiré l'élément qui ont voulu retirer de la saison 9. Mais c'est un peu perturbant quand même de se dire que ce qui s'est passé en saison 9, du coup, voilà, on oublie. Bon après vous me direz, la saison 9 étant ce qu'elle est, c'est peut-être pas plus grave, personne l'a regardé, il n'y avait plus le casting, blablabla. Bla bla. Mais n'empêche que, ça fait bizarre. Dernier point pour Scrubs toujours, c'est que les rêveries de JD à l'époque, ça me faisait beaucoup rire. Et oui, je le prononce à la VF parce que je regardais en VF à l'époque et que même si maintenant je regarde en VO, les noms des personnages restent en VF dans ma tête. Bref, on s'en fout. Les rêveries me faisaient rire à l'époque. Là, sur les 2 premiers épisodes, c'est exactement la même ambiance, c'est exactement la même chose, ça devrait fonctionner, et ça fonctionne plus sur moi en tout cas, parce que je trouve que le personnage est trop vieux pour qu'il en soit encore là. Et je sais pas, ça fait bizarre, parce que ça fait partie de l'ADN du personnage, ça aurait pas été Scrubs si on nous ramenait pas ça. Peut-être que ce qui me dérange, c'est que les rêveries soient exactement sur le même ton, le même humour qu'il y a 20 ans, alors que peut-être il aurait fallu essayer de trouver un autre type d'humour pour ces rêveries, histoire de montrer que le personnage avait grandi, parce que sur tout le reste de la série, enfin de ces 2 premiers épisodes en tout cas, il a grandi. Et heureusement quand même que le personnage a pris un peu de maturité tout en restant loufoque. Mais voilà, je trouve que les rêveries restent comme s'il avait 20 ans de moins, 25 même. Ça rajeunit pas. Alors que c'est plus le cas. Voilà, et ça se voit au niveau de l'acteur, évidemment. Pour le reste, franchement, moi je suis content de les retrouver et je vais laisser sa chance à cette série et je suis sûr que je vais regarder toute la saison 1. Voilà, peut-être pas dès le mois de mars, on me connaît, hein, je commence déjà, je finis pas, mais je vais la regarder. Voilà pour les nouveautés. Sinon, évidemment, je poursuis mon rewatch de Medium. J'ai quasiment terminé la saison 3, c'est toujours top. Vraiment, j'adore cette série. J'avais oublié en plus que la fin de saison avait tout un arc autour de Joe et son taf. Et franchement, c'est une réussite. Ça fait plaisir de voir que les séries à l'époque prenaient le temps de développer des personnages sur plusieurs épisodes consécutifs. Coucou The Rookie. Mais peut-être que c'est pour ça que The Rookie m'a autant énervé sur sa saison 7, c'est qu'en parallèle, je regardais la saison 3 de Medium, où les arcs se suivent en fait. Quand ils lancent une intrigue, c'est pour la traiter en 3-4 épisodes. Enfin, comme une série devrait le faire. Après, dans le même genre, 911 fait ça. Hein, il lance une intrigue, il la traite sur 3 épisodes. Le problème de 911, c'est qu'il lance une intrigue en te la vendant comme un truc qui va affecter tout le reste de la vie du personnage, et 3 épisodes plus tard, elle n'est plus du tout en phase terminale, elle va bien, et elle reprend le taf. Excusez-moi, mais c'est pas tout à fait ça la phase terminale, voilà. Bon, bref, Medium, vraiment, qualité d'écriture, bonne petite série, bon petit procédural, on devine à l'avance les meurtriers, les machins, les bidules, mais c'est pas grave, c'est une série sur une médium, du coup on se sent médium nous-mêmes, vraiment, je vous la recommande, je vais vous la recommander encore pendant 6 mois, parce qu'il y a quand même cette saison, et je suis loin de les avoir finis au rythme où je vais. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste Plus belle la vie, Plus belle la vie, encore plus belle, et je crois que en fait vaut mieux pas en parler, je sais pas, cette saison est à la hauteur de la mauvaise réputation de la série, voilà, ça me passe ça me passe le temps quand je mange seul chez moi, et ça tombe bien, j'ai beaucoup mangé seul chez moi pendant les vacances des élèves, donc je suis à peu près à jour dans la série, et c'est mauvais, voilà, pardon, je viens de souffler dans le micro, et je vais pas le retirer au montage. C'est cadeau. J'ai fait le tour. Il est donc temps de vous saluer en vous prévenant une fois de plus qu'il n'y aura pas grand chose dans mon Qu'est-ce qu'on a vu de mars, parce qu'il y a une semaine complète où je vais pas être chez moi et que tous mes week-ends sont pris et qu'il y a aussi quelques réunions au taf le soir et un podcast à caser quelque part. Bref, tout va bien. Allez Morgane, je te laisse la parole, ça fait 15 minutes que je parle, c'est temps que je m'arrête. De toute façon, je vais entamer une petite crise d'angoisse là, je crois, si je continue de parler. Donc, la bise.
Et bonsoir, ici Morgane pour vous dire qu'est-ce que j'ai vu en ce mois de février. Est-ce que j'ai vu plus de trucs qu'au mois de janvier ? Je ne suis pas certaine. Nous allons commencer immédiatement avec Le Signal, 149 kHz. Du coup, j'ai vu les 4 derniers épisodes de la saison. Eh bien, malheureusement, je maintiens mon premier avis. C'était malheureusement pas très passionnant. Peut-être qu'une personne qui regarde juste la série sans connaître le livre de base adorerait. Je ne sais pas. Mais moi, du coup, j'ai vu trop de différences, trop de trucs, en fait, qui sont importants dans le livre, qui font que l'histoire est bien, qui n'apparaissent pas là. Le fait qu'il y ait moins d'enfants, il y a moins ce côté groupe, donc du coup, et on s'intéresse pas trop à eux, d'ailleurs, au final, je trouve, dans la série, alors que dans le bouquin, c'est limite les personnages principaux, quoi. C'est vraiment eux qu'on suit le plus, ou en tout cas, c'est eux que j'ai apprécié suivre le plus. Donc là, il y a pas ça. Même la fin, elle est pas bien parce que il y a pas ce côté stress, ce côté angoisse, ce côté oh mon Dieu, tout peut arriver. Non, c'est juste voilà, des gens qui combattent des fantômes bizarres quoi. Franchement, j'ai pas aimé. Grosse déception, j'en attendais beaucoup et je suis déçue, voilà, mais si quelqu'un a regardé sans lire le bouquin, je serais assez curieuse de savoir son avis quand même. Ensuite, passons à Grey's Anatomy. Du coup, j'ai vu les épisodes 10 et 11 de la saison 22, évidemment. L'épisode full Private Practice Epic Universe, j'ai adoré. Génial. Absolument génial. On en veut plus des comme ça. C'était super. Voilà, la dynamique et tout. Incroyable, j'ai adoré. Sinon, je vais probablement regretter de m'attacher à cette patiente cancéreuse là, dont Lucas s'occupe, mais vraiment je l'aime bien, je trouve qu'elle a une vibe super. Pour l'instant, du coup, parce que je sais pas si ça va durer, mais j'ai envie qu'il trouve des solutions pour elle. Je l'aime bien, mais je pense vraiment que c'est une très mauvaise idée de s'y attacher. Concernant l'épisode 11, du coup, bah vraiment merci à Catherine d'avoir suggéré à Owen de faire une vasectomie. C'était vraiment une de mes scènes préférées de l'épisode, je pense. Extraordinaire. Plus de vasectomie, s'il vous plaît, de manière générale dans la vie. Ensuite, l'amitié entre Griffith et Emmeline. Voilà, j'adore. Très très chou. Ça fonctionne très très bien. Et puis enfin, évidemment, l'hommage à Eric Dane, qui m'a achevé, hein, comme tout le monde, bien sûr. Je savais qu'il y avait ça à la fin de l'épisode avant de le lancer. Est-ce que ça m'a empêché de chialer comme une grosse merde ? Absolument pas. Voilà. Ensuite, j'ai lancé la saison 3 de School Spirits. Et du coup, j'ai vu 6 épisodes. Donc je suis pas full à jour, mais déjà pas mal. Donc excellent retour, vraiment superbe série. À chaque fois qu'elle est en pause, j'oublie à quel point elle est bien, mais dès que je la relance, je me rappelle à quel point elle est bien. Et elle est vraiment très bien. Il y a encore plein de mystères dans le lycée, donc c'est trop cool parce qu'on pourrait croire que ça tourne en rond, mais en fait pas du tout. Il se passe toujours des trucs intéressants, on se lasse pas, c'est génial. Par contre, qui est le con qui a choisi de caster Jennifer Tilly dans cette série ? Voilà, je pose la question. Elle m'a tellement saoulée dans Chucky. D'ailleurs, à mes yeux, elle a littéralement ruiné la série, parce que j'adorais la série au début, mais sur la fin, je pouvais plus me la voir. Probablement à cause d'elle. Et du coup, je peux plus me voir cette actrice, en fait. Alors, le rôle lui va très bien, parce que du coup, le rôle est exécrable. Voilà. À mes yeux, l'actrice l'est aussi, donc ça va très bien ensemble. Hein. Mais le fait de la voir, genre, ça me saoule. Oh. Franchement, je suis dégoûtée, mais Dieu merci, c'est que un second rôle. Donc elle est pas là dans tous les épisodes, on la voit pas beaucoup. Mais c'est déjà trop. Dès que j'ai entendu sa voix avant même de la voir à l'écran, j'ai su et j'étais déçue. Enfin bref, à part ça, la mère de Maddie aussi, absolument insupportable en ce début de saison 3. Genre vraiment... ta gueule quoi, je sais qu'il s'est passé des trucs de ouf, mais tu sais pas de quoi tu parles, donc ferme ta gueule. Et surtout, elle a un culot monumental d'accuser sa fille des pires trucs, alors que l'autre, elle cache son alcoolisme depuis 15 ans, là. Sinon, j'aime beaucoup aussi le nouveau rôle de Xavier à l'hôpital. Je trouve que ça fonctionne hyper bien. Et d'ailleurs, de manière générale, dès qu'il y a des nouveaux fantômes qui s'ajoutent au groupe ou juste à l'histoire, sans forcément être dans le groupe, ça fonctionne de fou, ça ajoute une nouvelle dynamique et tout, et c'est toujours très très bien choisi. Aussi, merci aux scénaristes d'avoir choisi de mettre certains fantômes sous champi. Parce que vraiment, c'était un épisode génial. Le passage avec Queen était incroyable. J'ai adoré. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir où cette saison 3 va mener, parce que finalement, il reste très très peu d'épisodes. Et puis, regardez le School Spirits, voilà, c'est génial. Ensuite, il y a un truc qui s'est terminé assez récemment. Ce n'est pas une série, mais j'en parle quand même là parce que voilà, c'était très imposant dans ma vie. C'est évidemment la Starac.
puisque je me suis quand même enquillée 111 quotidiennes et 17 prime. Voilà. Donc ce fut quand même une belle aventure de 3 mois à peu près. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des gens qui ont été éliminés alors qu'ils n'auraient pas dû être éliminés à ce stade de l'aventure. Il y en a d'autres qui sont restés trop longtemps pour ce qu'ils auraient mérité. Mais tout est bien qui finit bien, car Ambre a gagné. Et c'est ce que je voulais quasiment depuis le début. Soit elle, soit Sarah. Mais j'avais la vision sur Ambre depuis le début. Donc je suis très contente qu'elle ait gagné. J'espère qu'elle fera une très jolie carrière. Voilà. Ensuite, messieurs, dames, c'est un grand moment puisque oui, Lost est fini. Il restait 6 épisodes à voir et ils ont été vus. C'est terminé, c'est ciao. Certains ici en sont ravis. Je ne donnerai pas de nom. Pour ce qui s'est passé dans ces derniers épisodes, déjà le carnage du sous-marin que j'avais complètement oublié, mais de toute façon j'avais oublié quasiment toute la série, on va pas se mentir. Mais waouh quoi, et perdre trois personnages comme ça, principaux en même temps, waouh. Ça, surtout la façon dont il meurt, genre il n'y a rien qui va, c'est très violent. Ensuite, la jeunesse de Jacob et de la fumée noire, quand même intéressant de savoir d'où vient tout ce bordel finalement, même si ça n'a pas forcément de sens, c'est quand même très très fantastique. Et aussi le fait que genre 10 000 ans après, j'exagère sur les années mais vous avez compris, la fumée noire elle a encore de la rancœur comme ça contre Jacob, peut-être qu'au bout d'un moment finalement il faut aller se faire foutre, voilà. Ça fait 100 ans que t'as le seum contre ton ref, peut-être remets-toi-en, passe à autre chose, je sais pas, voilà. Mais je suis rancunière, mais je pense que je tiendrai jamais aussi longtemps. Hein. Et sinon, pour lancer un petit débat sur la célèbre fin de Lost, en vérité, moi je comprends que des gens soient perturbés par la fin. Alors attention, je ne dis pas que je comprends qu'ils pensent qu'ils étaient tous morts depuis le début, parce que c'est complètement débile. Il y a un personnage qui dit clairement dans le texte, en français si tu regardes en VF, oui, tous ces gens ont existé, tout ce qui lui est arrivé est réel, tout est réel. Donc comment t'as des Jean-Michel sur Twitter qui peuvent dire « Ah, ils étaient tous morts depuis le début ?» C'est vraiment quelque chose qui m'énerve profondément, genre, y a pas à être aussi débile. Bref, on va passer à autre chose parce que ça va me tendre. Mais je trouve quand même que la dernière saison, elle est confusante de fou. Notamment sur toute la partie réalité alternative, où en fait tu suis les personnages dans un monde où l'avion ne se serait pas crashé sur l'île, ou alors où l'île n'existe pas, je sais plus, c'est un des deux. Anyways, au début tout se passe bien, mais il y a un moment où ça shift, et où les persos ils finissent par se rappeler de ce qu'ils ont fait sur l'île, alors que ça n'a pas de sens parce qu'ils y sont jamais allés. Et du coup ça finit dans un espèce de au final tout ça c'était le purgatoire... leur purgatoire à tous en attendant qu'ils meurent tous parce qu'ils s'attendaient tous pour mourir et pour passer de l'autre côté. Mais on sait pas à quel moment il y a le shift, du coup on sait pas si le side forward, side flash mes couilles, je sais pas comment appeler ça, bref, la timeline alternative, on sait même pas si elle a vraiment été réelle au début ou dès le début c'était cette histoire de purgatoire machin. Franchement je comprends que des gens ne comprennent pas. Parce que c'est pas clair du tout, ça n'a aucun sens. Donc je comprends ça, le reste je comprends pas. Et moi il y a quand même un truc qui me chagrine sur la fin de Lost en soi, c'est que au final on ne connaît pas l'intérêt de l'île. En fait, on sait ce qui s'y passe, on sait que voilà, il y a une lumière, faut la protéger, donc c'est pour ça qu'ils étaient tous choisis depuis le début. Alright, je suis ok avec ça. Mais on sait pas pourquoi elle possède une lumière et pourquoi il faut la protéger. C'est vraiment... just because. C'est vraiment, ta gueule, c'est magique, c'est comme ça et c'est tout. Et bah non, faut expliquer en fait. Et pourquoi cette île-là en particulier, elle a une lumière magique qu'il faut protéger? Pourquoi faire? Je ne sais toujours pas. Peut-être que je mourrai sans avoir la réponse à cette question, probablement. Mais voilà, Lost c'est fini. Peut-être que je vais me lancer dans la version chronologique. C'est pas garanti, j'aimerais bien, mais je sais pas si je vais y arriver. On verra, affaire à suivre. Et du coup, vu que Lost is fini, nouvelle série commencée. Et il s'agit de Stranger Things. Alors c'était pas prévu de mon côté, hein, j'avais toujours dit que je la reprendrais depuis le début une fois qu'elle serait terminée entièrement parce que c'est bon, les saisons tous les 3 ans là, faut aller se faire enculer, Netflix, hein, tu sors des séries, des saisons de 10 épisodes tous les 5 ans, ta mère, vraiment, ta grand-mère même, ça me saoule, voilà. Mais bref, du coup j'attendais que la série se finisse et je me suis dit, bah voilà, une fois qu'elle sera finie, un jour quand j'aurai la foi... je la regarderai, et bref, j'ai pas eu le choix. Donc tout ça pour dire que les 6 premiers épisodes de la saison 1 ont été vus. Voilà.
Et il faut dire la vérité, cette série, au début, c'est quand même un sacré banger. Je comprends pas qu'on puisse ne pas aimer la première saison, le début de la série. Il se passe trop de trucs trop bien. La disparition du gosse, le mystère autour de l'Upside Down, le monstre, le complot, du coup, autour du truc militaire, le flic, qui est pas complètement con, et ça arrive pas souvent, donc vraiment il se rend compte qu'il se passe des dingueries et tout. Tout est bien, tout fonctionne bien ensemble. C'est super, c'est super. Et du coup, je sais que sur la fin, la série a dépéri de fou malade, donc je suis curieuse de voir comment on en est arrivé là, parce que vraiment, le début de la série est génial. Le début de la série est génial. Voilà. Le seul truc qui m'a saoulé, c'est Eleven en fait. Elle est juste absolument relou à pas être capable de faire des phrases complètes. Alors oui, le trauma, mais quand un épisode t'arrive à commencer à faire une phrase et l'épisode d'après, tu dis plus rien, Mago, juste, au bout d'un moment, communique, raconte ce que tu sais, tu nous casses les couilles, voilà, parle, c'est tout. Juste parle. Ça m'a saoulé. Voilà, c'est tout. Pour le reste, c'était super. J'ai hâte de voir la suite, au moins jusqu'à la saison 2, je pense que c'est à partir d'après que ça part en couille. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai vu pendant ce mois de février. Il n'y en a pas eu tant, mais ça va, c'est ok. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. La bise. C'est mon tour pour ce mois de février rempli de nouveautés, mais j'ai pas vraiment eu le temps de m'y mettre. Allez, on commence avec du rattrapage de Doptif. C'est deux gars qui se font passer pour les stupes pour voler de la drogue et ça tourne mal. Ça partait bien, mais la fin est extrêmement rushée et ça n'a plus de sens à force. Ça finit par être tout à fait classique. Par contre, Brian Tyree Henry a tellement de potentiel pour être oscarisé. The Burbs, un couple qui arrive dans une banlieue. Voilà, pas grand chose d'excitant. Il y a une maison chelou en face. Voilà. Bon, c'est pas marrant. Tout le monde est presque osef. L'enquête est un peu cool, mais la fin n'est pas une fin de saison. Il manque des épisodes là, c'est sûr et certain. Et en plus, même si tu finissais comme ça, il n'y aurait plus rien à dire en saison 2 limite. C'est déjà oublié cette série. Saison 2 de Cross, ça joue tellement mal. Pas pire que la saison 1, mais les personnages gentils comme méchants sont persuadés d'être les meilleures personnes du monde, alors que il n'y a rien d'intelligent dans ce qu'ils font. C'est dramatique l'écriture. Et j'adore l'acteur principal. Mais non, Tell Me Lie, je vous comprends pas les gens. On est dans une société où dès que tu frôles quelqu'un, ça veut le cancel, mais quand il y a un groupe entier de cas sociaux vraiment problématiques, ça les adule. Le premier épisode, c'est une démonstration de ce qui va pas dans vos têtes de tarés. Je vais continuer, mais pour la science. Vanished, avec Kelly Coeco. Ça se passe en France et forcément, tous les flics sont corrompus, ça parle mal anglais et on n'en a rien à foutre des gens qui portent plainte. Ça, c'est le premier épisode. Si tu vas dans une cité, tu te fais forcément agresser, ça c'est toujours le premier épisode. Ah non, et aussi un petit peu du deuxième. C'est vite assez chiant. En fait, même si Kelly est magnifique et très cool et qu'à bosse, quoi, on va dire, autour d'elle, il y a personne qui a déjà fait acteur. Donc, du coup, ça fonctionne pas. Elle n'a pas de répondant en face ou c'est dramatique, encore une fois. Elle galère. Et plus elle galère, et plus elle aussi, on a l'impression qu'elle n'a jamais fait d'actorat. Donc, voilà. Compliqué. Ne regardez pas ça. Drive to Survive, je crois que c'est la saison 8. Alors, elle est moins intéressante, la saison cette année, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans la dernière saison de F1. À part la partie de Horner qui se fait dégager, le championnat constructeur avait aucun suspense et les prétendants au titre de pilote ont aucun charisme ni fun. Du coup, c'est pas intéressant de les voir. On s'ennuie pas mal. Le revival de Scrubs. Alors ça... Je l'attendais, j'ai pas voulu voir les bandes annonces, j'avais un peu peur, mais ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas voulu révolutionner leur recette. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Ils ont gardé les mêmes personnages avec un petit côté plus vieux, donc un peu plus dark et réaliste, on va dire. Et du coup, ça fonctionne vachement bien avec ceux qui regardaient la série avant. Et je suis content de les retrouver. Les acteurs, je suis très content de les retrouver. Et ils ont les mêmes délires où ils partent très loin. Donc,
Non, vraiment, je comprends pas ceux qui reprochent le retour et comment a été fait le retour et les deux premiers épisodes, je piche pas. En plus, les nouveaux, on les voit pas trop, c'est juste histoire de faire des blagues et c'est des blagues de maintenant, tu vois, sur des sujets de maintenant. Donc, non, ça force pas, ça marche plutôt bien, ça raconte bien, c'est vraiment drôle, donc non. Moi, j'ai hâte de continuer. Paradise saison 2. Bon, je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais j'ai bien aimé le premier épisode. Ça change de d'habitude sur le post-apo. On voit des gens bien. Et en plus, il y a des acteurs très bons qui jouent des rôles tertiaires, bizarrement. Je suis très content de voir Miss Divergente. Elle a fait des films que j'avais beaucoup appréciés, mais que personne n'a vu. Donc, très content de la voir dans un gros truc. Par contre, le deuxième, je l'ai trouvé vraiment un peu trop ridicule, avec lui qui est en Terminator, impossible à crever, et les enfants qui parlent pas. Je sais pas ce que ça a voulu raconter, en tout cas ça a raconté quelque chose qui n'était pas du tout intéressant. Voilà. Le troisième aurait pu tenir sur 20 minutes au lieu d'une heure, ainsi que le quatrième aussi. Mais voilà, et le quatrième je l'ai absolument détesté. Je ne comprends pas les choix de scénario et les choix de comment ça a été fait. Enfin voilà, je ne comprends pas. T'avais un énorme potentiel et tu l'as totalement niqué direct. Donc vas-y. Après, ce qui se passe dans la ville, je trouve que ça n'a plus de sens. Voilà, toutes les décisions qui reflètent... Ouais, toutes les décisions sont nulles, quoi. Ça reflète un manque d'intelligence intégrale dans l'écriture, quoi. Là, on part sur du cliché. On était dans un espace nouveau qui permettait de nouvelles façons de voir ce genre d'intrigue. Et on se retrouve avec des bons vieux clichés de jeunes révolutionnaires sans charisme et de double agents trop forts qui pèsent 50 kilos, incapables d'être vus par une seule caméra, quoi. Et là, tu dis, waouh, c'est compliqué. Donc bon. Après, j'aime bien revoir certains acteurs qui étaient là avant et qui sont morts dans la première saison, mais moi, ça me pose problème, et j'ai toujours eu ce problème avec les réalisateurs et les créateurs, c'est que ils arrivent jamais à dire au revoir à leurs personnages pour de bon. Et souvent, c'est pas bien de ramener les personnages pour des flashbacks, pour nous faire dire oh, la petite larme, tout ça. Non, arrêtez ça. Il est parti, et passez à autre chose. Bridgerton, saison 4, partie B, je crois. Partie 2. Comme d'habitude, c'est la série que je vois jour 1. Et du coup, j'ai tout vu dans la soirée. J'avais apprécié la première partie et la deuxième était satisfaisante pour la plupart des persos. Maintenant, c'est pas ma saison préférée, même si mon perso masculin préféré est des Bridgerton, qui est au centre, Benedict. Il est vraiment, j'adore ce personnage, il a beaucoup de facettes et du coup c'est très cool. Et puis en plus c'est un peu un bouffon parfois, donc ça amène plein de petites choses. Mon problème, c'est Sophie. Son histoire fait très princesse Sarah, ça fonctionne. Et ça fait aussi plaisir de voir plus largement l'ensemble du personnel de maison. Il y a plein de trucs à dire et à refaire. Mais personnellement, mon principal problème, c'est son manque de charisme et de personnalité. Oui, en ce moment, je suis très sur la représentation, le charisme, etc. Parce que j'ai envie de voir des gens qui m'intéressent. Comme j'en vois pas du tout dans ma vraie vie, je regarde des séries, des films pour voir des personnalités qui m'intéressent. Alors l'actrice joue très bien, il n'y a rien à redire, mais elle dégage presque rien. L'ensemble marche grâce à l'écriture et Benedict. Et aussi, ils ont mis une super actrice pour son antagoniste, chaud de Harry Potter. Et du coup, Sophie en face, elle n'arrivait pas à exister. Et ça pose problème. Il n'y a pas d'équilibrage. Et dans les autres personnages, il y a la Mama Bridgerton qui nous a fait une masterclass sur comment choper un grand black. Maintenant, elle veut vivre sa vie comme Jackie Michel. Il y a encore beaucoup de choses à faire avec elle. Vu qu'elle débloque toujours toutes les situations, elle mérite plus de liberté. Il y a Fran, que j'aime pas trop, vers où ça va, vers où son personnage va, et on se voit déjà l'intrigue pour la prochaine saison. Mais son personnage est toujours aussi prenant, et avoir un personnage qui vit une vie de merde, ça nous fait rester quand même sur Terre par rapport à toutes les histoires qui sont autour. Hâte d'être la saison prochaine pour voir ce que Héloïse nous prépare, parce que je l'aime beaucoup, Héloïse. Et ma future préf, Hyacinthe, commence à prendre du grade, elle est fun et elle va être magnifique. Elle va vraiment bien fonctionner quand ce sera son tour. Et en plus, ça s'intéresse à ce qu'on s'intéresse dans Bridgerton, et je parie un kebab que c'est la nouvelle Gossip Girl, vu qu'elle a grandi avec sa sœur Héloïse, qui écrit beaucoup et qui lit beaucoup, et Pénélope, et que maintenant, elle a
toutes les astuces pour s'incruster aux grandes soirées. A Night of the Seven Kingdoms, je l'ai fini, et comme je l'ai déjà dit, moi j'aime pas trop Goth, j'aime pas du tout les enjeux dans l'univers de Goth. Voilà, moi ça me pose problème. Mais là, j'ai énormément apprécié, car on suit quelqu'un de bien, quelqu'un qui a un vrai honneur, et ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu ça. La plupart des personnages ont un bon fond, sauf un. Et en plus, le format de 30 minutes permet de se concentrer uniquement sur une seule intrigue qui se passe uniquement dans un seul endroit, à l'inverse de sa grande sœur, où c'était insupportable. Donc GG aux 2 acteurs principaux qui vont avoir plein de belles propositions à l'avenir, et vraiment, c'est la très bonne surprise de 2026. The Lincoln Lawyer saison 4, autre série vue jour 1 de sa sortie. C'est peut-être la série que j'apprécie le plus sur Netflix. En plus, elle sort tous les ans une saison de qualité. Encore une fois, cette année, les personnages féminins ont tout défoncé. Neve Campbell et Constance Zimmer, face à face, ça met des patates. Et toujours autant de suspense et de charisme, toujours aussi bien écrit, avec réalisme et logique. On est toujours au même niveau que les personnages dans la série, ça joue beaucoup sur l'immersion et notre envie de continuer. Le mini reproche de la saison, c'est peut-être que ça joue trop sur ce qui s'est déjà passé dans les saisons d'avant. Je pense que la saison 5 doit repartir sur un historique clean et de nouvelles intrigues comme ça a l'air d'être prévu. Et enfin, après un pressing infernal de Chipou et Kevin, j'ai décidé de lancer Younger que l'on m'avait très mal vendu. Tu verras, Hilary Duff, elle est trop bien, alors que je déteste Hilary Duff. Par contre, ils ont juste oublié de me parler de Sutton Foster que j'ai découvert au premier épisode et dont je suis totalement devenu fan instantanément. Bon, Hugh Jackman a été fan avant moi. Mauvais timing. On suit Liza, 40 ans, qui a une fille de 18 ans et qui divorce. Elle doit redémarrer sa vie en retrouvant un job dans l'édition, sauf que personne ne veut prendre une assistante de 40 ans. Donc, elle décide de se faire passer pour une fille de 26 ans. Et ça marche direct. En vrai, avec le physique de Sutton, c'est crédible. Elle se retrouve donc à vivre une double identité qui va la mener à rencontrer Josh, 26 ans, extrême beau gosse qui commence sa vie, ou Charles, 45 ans, son boss, qui est au même niveau dans sa vie que Liza, mais à qui elle ne peut pas dire la vérité qu'elle n'a pas 26 ans. Voilà, donc ça pose plusieurs problèmes. Avec Josh, lui il veut des enfants, mais elle en a déjà, du coup elle en veut pas. Avec son boss pense qu'il a 26 ans, mais en fait elle en a 40, voilà, bref. Tous ces petits trucs qu'on va suivre tout au long des saisons et avec des révélations par saison avec un personnage qui va découvrir la vérité à chaque fois. Et autour de ça, il y a des personnages hauts en couleur comme Diana, Lorraine, Maggie, Raymond, mais pas Hilary, qui vont rythmer la vie dans la maison d'édition. Ce que j'ai adoré chez Younger, c'est l'écriture qui est très facile. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça joue sans trop forcer sur les stéréotypes, et surtout, il y a des punchlines et des folies qui sortent de la bouche de Liza qui sont exceptionnelles. Ajoutez à ça toutes les mimiques et le talent théâtral de Sutton, ça donne un énorme plus à la série. Mes persos préférés en dehors de Liza, c'est forcément Diana, sa boss qui va lui faire tout et n'importe quoi et qui est complètement déconnectée sur pas mal de choses. Mais qui va te sortir des phrases de beauf de l'univers et ça marche. En tout cas, ça marche bien sur moi. On voit la différence quand elle est pas là. Maggie aussi a toujours des histoires marrantes et qui sortent un peu de l'ordinaire et elle a surtout beaucoup trop de classe. À noter que la plupart des acteurs secondaires sont des stars ou des chanteurs de Broadway, ça c'est marrant. Liza et McElroy qui jouent Raymond sont pas n'importe qui à Broadway, par exemple. N'hésitez pas à chercher leur nom. Bon, après, 2 points qui m'ont dérangé dans la série. Le premier, c'est Hilary Duff, je vais pas vous le cacher. Je trouve qu'elle joue mal. Kelsey est un personnage catastrophique. Parce que c'est une star, ils l'ont protégée à mort. Sur les 7 saisons, elle a pas pris une seule décision personnelle et professionnelle qui soit bonne, et pourtant, tout le monde la survend. Elle chope que des mecs problématiques tout en le sachant, à chaque fois, chaque mec. Et après, ça met son personnage en exemple. Tout le monde l'adule. Donc je comprends pas trop votre délire. Et elle arrête pas de pleurer parce qu'elle est sous-évaluée, mais elle a pas sorti un seul livre qui a fonctionné. Elle a réussi à être la boss parce qu'il y a eu un chantage. Et elle le dit que c'est mérité. C'est quand même fou comme mentalité à faire passer. Waouh. Elle a aucun concept de rentabilité, de travail, de professionnalisme. Et elle est toujours portée en exemple. Je ne comprends pas. Le deuxième point un peu négatif sur la série, c'est la dernière saison, la saison 7. Déjà, il n'y a plus Diana. Donc Lorraine prend trop d'espace parce que les scénaristes ne savent plus
écrire une intrigue, ni déclencher des quiproquos, etc. C'est toujours Lorraine qui dit un truc parce que personne sait écrire et du coup ça fout la merde, etc. Mais c'est systématique en fait dans la saison 7. Kelsey et Liza font exactement ce qu'elles se reprochent depuis 6 saisons l'une à l'autre. On part sur des jugements archaïques qui viennent de nulle part. C'est vraiment une saison d'hypocrite pour tous les personnages. Et il n'y a pas vraiment de fin car Hilary Duff est partie travailler sur How I Met Your Father. Très belle décision de la part de Hilary, encore une fois. Mais je vous conseille très très fortement de la regarder. C'est très drôle. C'est 12 épisodes de 20 minutes par saison. C'est disponible sur Netflix en 4K. Rien que pour découvrir Sutton Foster, ça vaut largement le coup. Voilà, c'est fini et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!